On a tous déjà eu cette impression, non? Que notre cerveau, il ne se met jamais vraiment sur off, même une fois la journée de travail terminée. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode toute simple pour reprendre le contrôle et alléger un peu cette fameuse liste de choses à faire qui tourne en boucle dans notre tête. La question est posée. Est-ce que cette liste de tâches, d'emails, de deadlines continue de tourner en arrière-plan même quand on essaie de se détendre? Si la réponse est oui, sachez que c'est un sentiment extrêmement courant. Alors voilà notre programme. On va d'abord mettre des mots sur ce phénomène, puis on va essayer de comprendre à quel moment ça bascule et ça devient un vrai problème. Ensuite on verra les conséquences et surtout on plongera dans une méthode très concrète pour reprendre la main. Allez, on commence par la base. C'est quoi exactement ce poids qu'on ressent en permanence? Ça a un nom, c'est la charge mentale professionnelle. En fait, il ne s'agit pas juste du travail qu'on effectue, mais plutôt de la préoccupation constante qui va avec. C'est un peu comme avoir un onglet ouvert dans son cerveau en permanence. Un onglet qui nous suit partout et qui nous empêche de vraiment déconnecter. Et ce n'est pas du tout un phénomène isolé, loin de là. Une enquête récente a sorti un chiffre assez dingue. 92% des cadres disent ressentir ça. C'est quasiment tout le monde en fait. Mais attention, avoir des choses en tête, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La vraie question, c'est de savoir où se trouve la frontière. La différence entre une charge de travail qui nous stimule et une surcharge qui, elle, nous épuise. Et voilà, toute la nuance est là. Avoir une charge mentale, c'est normal, c'est le jeu. Là où ça devient dangereux, c'est quand on bascule dans la surcharge. C'est ce moment précis où notre cerveau est poussé au-delà de ses limites et commence à fatiguer sérieusement. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle une psychologue cognitive. Notre cerveau, ce n'est pas un ordinateur surpuissant, avec une mémoire infinie. Il a des limites, des fusibles en quelque sorte, et ces limites sont là pour nous protéger de la surchauffe. Un exemple très concret, notre mémoire de travail, celle qu'on utilise au quotidien, elle peut difficilement gérer plus de 7 informations en même temps. Quand on essaie de jongler avec trop de choses urgentes, c'est comme verser de l'eau trop vite dans un entonnoir. Ça finit par déborder. C'est exactement de là que vient ce sentiment de surchauffe. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe quand cette surchauffe devient la norme? Les conséquences sont vraiment sérieuses. Pas seulement pour la personne, mais aussi pour l'entreprise. Les chiffres d'une étude de Youpi parlent d'eux-mêmes, regardez. Près de 9 salariés sur 10 parlent de stress. Les 2 tiers sentent que leur efficacité diminue et pour un tiers d'entre eux, ça va jusqu'à freiner leur carrière. On voit très bien comment un problème qui semble purement personnel, comme la fatigue ou l'épuisement, se répercute directement sur l'entreprise. Ça touche à la productivité, à l'absentéisme, bref, à la performance globale. Allez, on a assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Comment on reprend le contrôle concrètement? Tout repose sur 2 grands piliers. D'un côté, apprendre à mieux prioriser ses tâches, et de l'autre, tout aussi crucial, apprendre à dire non. La méthode se résume donc à ça. 2 actions clés. D'abord, on maîtrise ce qui est déjà dans notre assiette, et ensuite, on protège notre temps pour éviter que l'assiette ne déborde à nouveau avec toutes les nouvelles demandes. Premièrement, l'organisation. On la connaît tous, cette fameuse to-do list qui s'allonge à l'infini et qui finit par nous angoisser. Ce qu'il faut, ce n'est pas juste une liste, c'est un système pour la gérer intelligemment. Et pour ça, il y a un outil formidable, un grand classique, la matrice d'Eisenhower. Elle nous aide à faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui est juste urgent. C'est la clé pour savoir où mettre son énergie pour un maximum d'impact. Et puis une petite astuce toute simple pour lutter contre ce sentiment de ne jamais en faire assez. Le soir, au lieu de regarder tout ce qu'il reste à faire, prenez 2 minutes pour lister ce que vous avez accompli. Ça fait un bien fou au moral et ça permet de célébrer les petites victoires. On passe au 2e volet de la méthode. Ici, l'idée, c'est de se construire une sorte de bouclier pour se protéger de la surcharge avant même qu'elle n'arrive. Et ce bouclier, ce sont nos limites. Et apprendre à dire non, ça ne veut pas forcément dire claquer la porte. On peut le faire de manière beaucoup plus constructive. Une simple phrase comme « Oui, bien sûr, je peux m'en occuper, mais seulement après avoir fini cette priorité, change tout ». Ça permet de gérer les attentes sans se laisser déborder. Maintenant, c'est bien beau d'avoir toutes ces stratégies individuelles, et elles sont super efficaces, mais pour que le changement soit vraiment durable, il faut voir plus grand. La solution doit venir du collectif, de l'équipe. Le gros problème de la charge mentale, c'est qu'elle est invisible. Donc la toute première étape, c'est d'oser en parler. C'est en libérant la parole que les équipes et les managers peuvent s'attaquer aux vraies causes, les interruptions constantes, les priorités floues, et qu'ils peuvent y trouver des solutions ensemble. Ce qui nous amène à cette dernière pensée. Et si on arrêtait de voir la gestion de sa charge mentale comme un combat solitaire? Si au contraire, on la considérait comme un sport d'équipe, où la bienveillance et la communication sont les règles du jeu pour que tout le monde reste à la fois performant et en bonne santé?